rigole. Nous devons rappeler les gens à l'ordre. Je vous ai dit, le travail d'un journaliste, c'est d'abord informer. Former, c'est d'abord ça. Si nous ne pouvons pas le faire, si nous sommes là pour utiliser la brosse à reluire sur le pouvoir, nous n'allons pas y arriver. Nous sommes le 4e pouvoir, donc le contre-pouvoir. Le Cameroun est en train de se transformer en mouroir. Le Cameroun est en train de se transformer en Rwanda. Le Cameroun est en train de brûler. Vous, journalistes, c'est vous qu'on doit écouter. Au lieu de se transformer en consultant pour venir dire, Paul Biya, vous allez voir, il n'y aura jamais de Bamileke. Oh, ceci et cela. C'est les autres qui veulent détruire nos pays. Notre pays est en paix. Quand Paul Biya l'a eu, notre pays n'était pas divisé, n'était pas émietté, n'était pas aussi sclérosé, balkanisé, sous-vitaminé, mais c'était un pays revitalisé par l'unité. Et c'est cet amour qu'il faut cultiver. Et non s'asseoir dans des radios, les télés, pour véhiculer la haine. Où est-ce que cette haine a dû conduire le Cameroun aujourd'hui? Lorsque vous vous rendez compte qu'en une semaine, on coupe, on égorge, on dépièce. Le mois d'août a été l'incarnation de ce qu'on appelait l'hymne originel du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie. C'était ça l'hymne du Cameroun. Et c'est ça qui est revenu. Lorsque vous voyez comment on prend un enseignant le 9 août, on l'abat, on le zigouille. Lorsque vous voyez le 11 à Mayuka, comment on égorge une femme. Lorsque vous voyez, quelque temps après, comment est-ce que des populations, des morceaux de chair humaine sont répandus partout. 5 corps en morceaux. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Entre francophones et anglophones. Qu'avons-nous fait pour être ici divisés entre autochtones et allogènes? Qu'avons-nous fait pour être divisés entre Camerounais et Ambazoniens? Qu'avons-nous fait pour détruire un pays qui était un havre de paix? Lorsqu'on voit ça aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe, lorsqu'on voit que ce régime est dans le déni, se ferme les yeux et vous dit, nous allons reconstruire. Le 18 août, à Tanganji, va voir les réfugiés à Bala, anglophones, pour leur dire, non, d'abord les chefs qui sont réfugiés à Yaoundé, il leur dit, rentrez déjà dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce qu'il y a déjà la paix là-bas. Tout va bien, on va organiser les régionales. Le 19, après leur avoir donné des jouets, ils courent en bas là, voir d'autres réfugiés, pour leur dire, tout le monde doit maintenant rentrer, c'est un ordre. Parce que tout est désormais bien. Le Cameroun a déjà envoyé 9558 anglophones chez eux.
Ils sont déjà en paix et tout et tout. Comment peut-on envoyer les réfugiés, les chefs, dans un pays sans la reconstruction? Leurs maisons ont été brûlées par l'armée. Tout le monde a vu les images. Les hôpitaux ont été incendiés. Les écoles n'existent plus. L'administration n'existe plus. Et vous demandez aux gens de rentrer. Et en même temps, quelques jours après, on voit en plein cœur de Bamenda, là où vous êtes, une capitale régionale. Comment est-ce que les armes crépitent en plein marché? Un policier qui tombe. On dirait au Far West. On dirait un film western des temps lointains. Et vous dites que c'est là, au Paul Biya, cette semaine. Vous annoncez déjà, signez déjà des décrets pour organiser l'élection, les élections régionales. Tout est dit arrêté. Ah oui. Il y aura 90 conseillers régionaux. Ça va faire 900. C'est magnifique. Oui. Sur les 900, on aura, bon, sur les 90, on aura 70 conseillers, puis il y aura 20 chefs qui seront bien élus par leur père et tout ça, les chefs du premier, deuxième, troisième degré. Voilà. Et puis on sait déjà que lorsqu'il va convoquer le corps électoral, on aura 45 jours pour passer à l'élection. Selon la loi. Mesdames et messieurs, et autres partis de pouvoiristes, de matérialistes, de carriéristes, vous qui dites que vous voulez aller aux élections là, j'aimerais bien voir le président du PCRN à Bamenda faire campagne. J'aimerais bien le voir à Boya. J'aimerais bien voir ceux du RDPC là aller dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous ne pouvez pas organiser une élection régionale en enlevant 20% de la population, dont 8 millions qui sont en insécurité totale dans une guerre complète. Vous ne pouvez pas organiser une élection dans le feu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le SDF, qui n'avait pas compris la position de Maurice Kamto, qui avait dit qu'il n'allait pas à l'élection, ou alors aux élections législatives et municipales, peut enfin rejoindre Maurice Kamto dans sa logique en disant « je n'y vais pas ». Et c'est cette logique que tout parti politique de l'opposition doit adopter. Et même ceux qui sont dans le gouvernement doivent se dire, l'histoire nous interpelle, l'histoire nous appelle. Où est-ce que nous avons fauté? Oui, en 83, quand Biya décide, lui seul, de diviser les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on voit que c'est une bonne chose. Mais en 84, il revient encore. Il crée, il ordonne, il décrète ce qu'il appelle la République du Cameroun, qui devient uniquement une république francophone. C'était de la provocation. Et puis il enlève une étoile sur le drapeau. Le drapeau camerounais avait 2 étoiles. Qui a enlevé la 2e étoile qui représentait le peuple anglophone? C'est Biya. C'est aussi à Biya, aujourd'hui, d'organiser un véritable dialogue inclusif et non d'envoyer des faussaires chercher à venir nous corrompre ici en Occident, en Europe, de rencontrer Rémi Ngono ou de rencontrer Wando. Nous, on ne vous rencontre pas, je ne donne pas vos noms. Mais vous êtes venus nous voir. On vous a dit, on ne veut pas vous rencontrer. Rentrez avec votre argent.
Moi, je n'en ai pas besoin. Si vous ne rentrez pas vite, je vais donner vos noms. Ce qu'on vous demande, c'est d'aller organiser un dialogue inclusif. Et ce dialogue inclusif, il faut désigner un arbitre neutre, qui peut être l'Union européenne, l'Union africaine, voulais-je dire, ou encore sous l'égide de l'ONU. Et non le faux dialogue que vous avez organisé avec le RDPC. Parce que si vous ne le faites pas, nous irons de guerre en guerre, de malheur en malheur. Et même le Seigneur, on dirait qu'il nous a oubliés. Il n'y a que des pleurs, comme je le dis. Regardez ce qui se passe à l'extrême nord. Des inondations, on dirait le déluge. Le pont de Ballard qui s'écroule. Et Atangandji qui se lève avec cette ministre. Il prête maintenant un avion d'Ethiopian Airlines en disant, oui, nous allons là-bas. Et c'est là qu'ils se rendent compte de la réalité qu'il n'y a pas de route. Ils sont bloqués partout. Ils voulaient aller à Ouaza. Ils sont bloqués. Ils veulent retourner. Boum, accident. Et celle qui disait que le Cameroun est très beau, la voilà qui est blessée. Madame Courtès. Exactement. Elle subit le même sort que Madame Foni, qui à l'époque disait que les routes du Cameroun étaient très belles. Mais elle ne savait pas qu'elle allait elle-même subir un accident et y mourir. Madame Courtès, peut-être sa vie n'est pas en danger. Mais c'était un avertissement. Lorsque vous ne pouvez pas développer un pays, vous passez par le mensonge. Vous volez. C'est ça qui vous arrive. Le Cameroun n'est fait que des ministres voleurs. Des ministres qui détournent. Des ministres qui n'ont jamais investi. Aujourd'hui, les voilà bloqués à l'extrême nord. Cet extrême nord que Boko Haram est déjà en train de vouloir prendre. Parce que ce Cameroun aujourd'hui n'est plus uni. On nous attaque donc de partout. Regardez Bakassi, comme je disais. En prélude, j'ai dit. Un territoire que nous avons acquis par la grande diplomatie. Qui d'ailleurs a été initié par Aïdjo et non par Biya. Et qui a été concrétisé par Maurice Kamto. Il ne faut pas falsifier l'histoire. Il faut savoir que c'est à Maroua que les premiers accords ont été signés. Entre le Nigeria et le Cameroun, c'était en 1975 pour la péninsule de Bakassi. Il ne faut pas inventer, dire que Biya a fait ceci, c'est lui qui a mené et tout et tout. Ce n'est pas lui, c'était Amadou Ahidjo. Ce n'est que le 29 mars, finalement, que Biya, lui, il décide de saisir la Cour internationale de la justice. 29 mars 1994. Et d'ailleurs, Biya va s'enfoncer avec ses incompétents. Puisqu'il va désigner combien? 14 professeurs dans la délégation. Plus 22 autres et maître ceci et cela. Et l'agent de l'État, c'était maître Douala Moutomé. Est-ce que le Cameroun avait réussi? Non. Avec ces lourdes missions-là, avec ce lourd effectif-là. Mais Maurice Kamto est entré dans ce, ou arrivé dans ce dossier en 2002. Avec son expertise, sa maîtrise, avant même qu'il ne soit nommé ministre délégué à la justice, après les échecs de ceux qui étaient les conseillers à la présidence là, c'est-à-dire que les professeurs, on a les Sinjoun, Luc Sinjoun et tout et tout et tout, ou même encore les Bipounou, et je vous dis dans la première délégation, il y avait jusqu'à l'ancien ministre de la justice de la France, hein, Aurillac, il était là. Il y avait deux autres ministres français qui étaient dans cette délégation, mais ils avaient échoué. Quand on vous dit que cet homme a la cervelle, aujourd'hui on peut gagner tout ce qu'on veut.
On peut renier ses compétences, mais au moins, il a réussi. Lorsqu'il est entré dans le dossier, en 2002, le Cameroun a remporté la bataille jusqu'en 2006 que la restitution de Bakassi nous soit faite avec des accords. Mais sauf qu'aujourd'hui, Bakassi est très riche alors que c'est le Cameroun lui-même qui avait saisi la Cour internationale de la justice pour d'abord la limite maritime et dans les accords. Il faut savoir que le Nigeria a négocié fort. C'est qu'il fallait que le Cameroun investisse dans cette zone. Que le Cameroun prenne en considération ses populations. Or, qu'est-ce qui se trouve aujourd'hui? Le Cameroun, tout comme a abandonné la CDC, a abandonné le port, a abandonné tout dans le nord-ouest et le sud-ouest, a aussi abandonné Bakassi. Bakassi se retrouve donc entre les mains aujourd'hui du Nigeria. Et même si Buhari ne veut pas encore parler officiellement d'une récupération, mais le Nigeria a des velléités, d'autant plus qu'il faut savoir que le Nigeria est un État fédéral. Le Nigeria est déjà parti implanter ses administrations. Le Nigeria a déjà offert les HLM, c'est-à-dire les logements sociaux. Le logement, attendez, les services administratifs sont nigérians. Donc là, au moment où je vous parle, Bakassi est presque à 80 voire 90% nigérian. Et même les populations de Bakassi ne veulent plus entendre parler du Cameroun. Elles se replient auprès du Nigeria. Tout ça à cause de qui? Paul Biya. Vous allez aussi dire que c'est à cause de moi? Que c'est à cause de Maurice Kamto? Si on va perdre Bakassi, comme on est en train de perdre Marois, l'extrême nord, voulais-je dire? Comme vous voyez, même les incidents qui se passent avec Boko Haram aujourd'hui, ça se passe au niveau de la frontière avec le Nigeria. Ils viennent, ils plantent leur drapeau sur le territoire camerounais. Ça, on ne vous dit pas. On vous parle tout simplement des terroristes amazoniens. Mesdames, Messieurs, un pays se doit de se construire. Et si vous ne construisez pas le pays, qu'allez-vous brandir comme au moins votre bilan? Rien du tout. Biya, c'est comme Alpha Condé. Des tueurs qui n'ont jamais développé leur pays. Alpha Condé se moquait de Biya. Mais il arrive là, il dit, je vais construire 4000 écoles. Mais chaque année, les Guinéens, ils sont obligés de faire des grèves. Les élèves, ils font des grèves chaque année. Et quand les enfants font les grèves parce qu'ils n'ont pas de professeurs, ils n'ont pas de salle de classe, Alpha Condé envoie son armée. Comme Biya envoie aussi au niveau du nord-ouest. Et quand il envoie son armée, vous vous rendez compte bien qu'en 2016-2017, 10 élèves ont été abattus par les forces armées de la Guinée. Rien que en 3 jours, le 20, 2 jours, le 20 novembre 2017, ils ont abattu un jeune de 17 ans, Diakate, qui n'était même pas dans les manifestations. On a tiré sur lui à bout portant, alors qu'il revenait de l'école. Ils ont pris une fille. Et ils ont percé ses yeux avec des fusils, avec des coups de fusil.
Elle est partie mourir le 21. Aujourd'hui, le même Alpha Condé veut rester là. Et c'est pour cela que j'encourage le peuple guinéen et particulièrement les avocats qui sont réunis, eux, à travers un comité et tous les partis de l'opposition pour faire front commun et pour porter plainte contre Alpha Condé, non seulement à la CPI, mais aussi au niveau de l'Union européenne, grâce à un avocat, aux avocats guinéens et aussi à un avocat marseillais. Cette plainte est en train d'aboutir. Je l'ai vu, j'ai lu, et Alpha Condé, qui aujourd'hui aura des difficultés pour récupérer ses avoirs, qui devraient être gelés, va répondre des crimes contre l'humanité. Le rapport de Transparency International, d'Amnesty International, voulais-je dire, du 13 novembre 2019, accuse Alpha Condé d'avoir provoqué, d'avoir tué 421 personnes entre son élection de 2010 entachée d'irrégularité et celle de 2015, puis 2019. Le 20 mars, le même Alpha Condé, 2020, il a organisé une consultation, un braquage électoral pour provoquer encore des assassinats parce qu'il voulait enlever le boulon de la Constitution. Il a réussi à le faire. Mais au prix de quoi? Une vingtaine de Guinéens ont été assassinés en plein Covid. Et cet Alpha Condé, aujourd'hui, il ne sait pas que lui qui avait dit qu'il venait pour construire la Guinée, a détruit la Guinée comme Biya a détruit le Cameroun. Pas de route, pas de ceci, pas de cela. Et quand j'en parle, certains sont prêts à vouloir dire que leur pays a les meilleures routes, les meilleures autoroutes. Vous avez donc vu comment est-ce que les ministres camerounais sont morts, pas sont morts, je dis bien, Foning en est morte. Vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, quand je vais ouvrir ma boîte pour le classement, qu'on sache donc quel pays a des routes. Je vous rappelle que ici, ce classement ne tient pas compte de ce qu'on va appeler, de ce qu'on appelle les autos, le TGV, le ceci. Non, non, non. On va écarter les TGV. On prend les routes simples. Les routes simples. On ne va pas prendre les choses qui sont compliquées, qui dépassent par exemple l'entendement, qui dépassent peut-être nos pouvoirs et tout et tout. Nous allons essayer de voir ça dans quelques instants pour vous dire donc ceux qui, chaque jour, nous accusent, nous disent que lui, le Cameroun se porte bien, eh bien, ils vont donc voir à peu près si effectivement nous avons les meilleures routes parce qu'il y a le classement qui est fourni par le Forum économique mondial qui regroupe par exemple 14 000 grands entrepreneurs et qui ont étudié sur 144 pays et notent sur des échelles. Je dis bien, ici, on ne parle que de l'échelle. Pour l'indicateur de la qualité de la route, la compétitivité et tout et tout et tout. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, je vais faire un petit classement. Je vais vous lire un classement qui n'est pas fait de moi. Et comme ça, vous verrez votre pays. Je vous dis bien que vous serez surpris du classement bas de certains pays parce qu'on ne prend pas en considération ce qu'on peut appeler ici beaucoup le TGV ou encore le tramway. Mais quand il y aura le tramway, encore, vous allez voir, ce sera autre chose. Le premier au classement, c'est la Namibie. Deuxième, Égypte. Troisième, Rwanda. Quatrième, Maurice. Cinquième, Maroc. Sixième, Afrique du Sud. Septième, Kenya. Et le premier pays francophone s'appelle le Sénégal. Huitième. Neuvième, Tanzanie. Dixième, Algérie. 11e, Cap-Vert.
12e Seychelles, 13e Swaziland, 14e Burundi, 15e Botswana, et vous serez surpris encore par un petit pays qui est devant, 16e Gambie, 17e la Guinée équatoriale, 18e Ouganda et 19e Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens, comme vous croyez que vous aviez quand même les plus belles routes, vous êtes 20e. Mais je devrais quand même dire que certaines infrastructures ne sont pas encore prises en compte et je vais y revenir. Mais néanmoins, on voit déjà que ce qui voulait nous dire que le Cameroun a de très belles routes, le Cameroun est encore derrière la Côte d'Ivoire qui sort d'une guerre, d'une crise en 2010 et qui d'ailleurs se place même devant la Tunisie aujourd'hui. 21e Zambie, 22e Bénin. Et coup de surprise, le Mali est bien classé devant bien des pays d'Afrique centrale et même devant l'Éthiopie, qu'il faut-il le dire, on n'a pas pris en considération encore ces métros, et comme aussi le Ghana qui est 25e, le Burkina est 26e, le Malawi est 27e, le Zimbabwe est 28e, le Lesotho est 29e, puis le Gabon est 30e. Vous êtes surpris que vous n'avez pas encore entendu le nom d'un grand pays qui est pourtant la première puissance africaine, juste parce que, effectivement, on parle d'un réseau qui est déjà saturé à cause de la population. Donc, ils ont pris cet indice où c'est très difficile de rouler actuellement au Nigeria. Et c'est pour ça que le Nigeria ne va arriver dans ce classement qu'en 31e position, sans pour autant oublier qu'on ne prend pas les autres infrastructures Et, ah, tiens. Et voici le premier. Monsieur Paul Biya du Cameroun. Voilà, 32e. Voilà donc, au Cameroun, 32e. Vous savez qui est placé derrière le Cameroun? Je vous cite. Mozambique, Angola, RDC, Madagascar, Mauritanie et Tchad. Voilà les seuls pays que le Cameroun dépasse au niveau des routes. 38 ans au pouvoir. Pas une seule autoroute. Je vous fais comprendre que la Côte d'Ivoire est tellement derrière. Je n'aime pas la politique d'enchaînement des mandats de Ouattara. Mais il faut reconnaître une chose. Vous vous rendez compte qu'à peine Ouattara est-il arrivé au pouvoir qu'aujourd'hui, il a construit le 3e pont avec le grand échangeur sur 6 km et demi. Est-ce que ceux qui disent que par exemple Ouattara n'a rien fait et que Biya a beaucoup travaillé, peuvent-ils savoir que par exemple, rien que l'autoroute qu'on peut dire Abidjan, Grand Bassam, il a lancé ça en 2012 pour 52 millions de milliards. Puis pour relier l'autre bout du pays, il a lancé encore l'autoroute pour 182 milliards. Écoutez les chiffres, hein? Parce qu'il faut comparer après avec le Cameroun. Et ça, je ne vous compte pas encore les choses comme le métro. La Côte d'Ivoire devient le premier pays francophone
a lancé les travaux de métro. Le métro d'Abidjan, la première phase a déjà été récupérée. Est-ce qu'il y a un problème technique? Pardon? C'est pour cela. Il semble que la batterie sera beaucoup faible actuellement. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ce chargeur-là? Je vous en prie. C'est pour ça que je voulais vous dire. Lorsqu'on essaye de regarder encore d'autres options, en janvier, cela a été réceptionné. La première phase du métro est déjà réceptionnée. Il reste la deuxième phase. Donc, vous vous rendez compte qu'il y aura bel et bien le métro en Côte d'Ivoire, pendant que nous, au Cameroun, on n'a pas encore d'autoroute. La première phase est terminée. Lorsqu'on va se rendre compte, par exemple qu'aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire, vous allez arriver là comme si c'était à Paris. Parce que les communes, les 19 communes seront servies. Les rames de métro, 20. Pour déjà, vous savez, pour la première phase, avec 5 voitures. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. On va dire que, il y a eu quoi? Et il y a eu quoi? Nous, on a seulement la gueule. Et ce n'est pas tout. Il a aussi lancé l'OTR. Vous ne savez même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Puisque si vous n'avez pas déjà d'autoroute, l'OTR, ce sera alors quoi? C'est ce problème qu'on vous dit aujourd'hui. Lorsque vous regardez l'autoroute Yaoundé-Douala, avec le grand bandit qu'on appelle Nganou Djoubessi, mais c'est hallucinant. S'il te plaît, tu m'envoies ça. Veuillez m'excuser, hein, c'est les difficultés techniques que nous pouvons avoir, parce qu'il faudrait bien qu'on alimente pour qu'on poursuive quand même, d'autant plus que nous avons encore peut-être 10 minutes à tenir, ou 15 minutes, avec tout le retard que nous avons eu pour démarrer. Donc c'est pour ça que lorsque nous voyons ce qui se passe dans notre pays, avec Nganou Djoubessi, regardez l'autoroute Yaoundé-Douala. C'est plus de 410 milliards. Vous avez entendu la part d'autoroute de Ouattara? 185 milliards. Et jusqu'à présent, ce n'est pas terminé. On est parti prendre le crédit à Exim Bank. Regardez l'argent de la canne. Regardez seulement ce que Nganou Djoubessi a facturé. Il dit, un camion de sable, c'est 700 000 francs. Et du coup, la Banque mondiale